parle au niveau de l'évaluation, comment tu évalues un petit peu les compétences, parce que le rapport du jury revient beaucoup dessus, et sur un petit peu la trace écrite aussi, comment tu laisses, comment tu montres ce que tu as fait les résultats au jury. Alors, pour l'évaluation des compétences, il faut qu'on ait des critères d'évaluation. Donc, il faut que, en amont, en fait, on ait réfléchi pendant la préparation de l'oral, donc pendant les 4 heures, à qu'est-ce que j'aimerais, enfin, comment est-ce que je vais pouvoir évaluer si les compétences sont acquises. Et donc, ça va dépendre de l'activité que vous faites. Et pour savoir si les compétences sont acquises, il faut des critères d'évaluation, et si possible, même des critères de réussite pour que les élèves eux-mêmes puissent savoir si eux, ils ont réussi l'activité. Ces critères-là, c'est à vous de les définir. Par exemple, si dans votre activité, vous faites une coloration, un critère de réussite, ça pourrait être d'avoir réussi à suivre le protocole pour avoir une lame qui est colorée correctement. Et donc vous, le critère qui vous permet d'évaluer si l'élève il a la bonne compétence ou pas, c'est de voir si l'élève il a bien réussi à suivre le protocole, s'il a réussi à faire sa coloration, si après il a réussi à le mettre sous microscope, s'il a réussi à faire un schéma correct. Donc ça, c'est des critères qui vont vous permettre de savoir si la compétence dans son ensemble elle est acquise. Après, la compétence, elle peut être partiellement acquise, c'est-à-dire que, par exemple, il peut avoir les bons savoirs, mais il va avoir un problème avec un savoir-faire. Il va pas, je sais pas, réussir à faire correctement la mise au point sur le microscope. Et donc ça peut être du coup quelque chose qu'il n'a pas encore acquis. Donc il n'a pas totalement acquis la compétence, mais il est en cours d'acquisition. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important à noter. Et la deuxième question, c'était sur, j'ai oublié. Sur la trace écrite, qu'est-ce que tu montres au jury à la fin de Ouais. ton expérience? Du coup, la trace écrite, faut vraiment faire ce que vous aimeriez que, en gros, l'élève type fasse. Si en gros l'élève faisait exactement ce que vous attendriez, ouais, qu'est-ce qu'il aurait produit? Et donc le mieux, c'est de le faire directement, soit de le projeter à l'écran et de montrer la trace écrite que l'élève aurait laissée, soit de le faire vous-même. Je sais pas si vous voulez faire un schéma, un graphique, peu importe, vous pouvez le faire directement au tableau et ensuite discuter de cette trace écrite. Souvent, les jurys vont revenir après sur les questions, sur la trace écrite. Est-ce que vous pensez que cette trace écrite, c'est quelque chose qui est probable que l'élève vous laisse? Est-ce que vous pensez qu'avec d'autres consignes, cette trace écrite, c'est une trace écrite qui serait vraiment ce qui serait produit? Enfin, ils peuvent venir après vous chercher là-dessus. Donc, il faut essayer d'être réaliste sur ce que l'élève peut produire et surtout d'être critique sur ce que vous mettez à disposition de l'élève. C'est-à-dire que si vous-même votre consigne, votre activité, elle n'est pas suffisamment bien faite pour que la trace écrite soit correcte, c'est impossible que l'élève y fasse une trace écrite correcte. Et donc ça, si c'est le cas, les jurys vont pas le rater et après ils vont pas vous louper. Est-ce que tu dois, quand tu présentes ton activité au jury, tu dois dire si l'élève n'arrive pas à faire cette activité, je lui laisse cet indice, par exemple une nouvelle consigne. Ouais, c'est possible. Ça peut montrer que en plus vous prenez en compte le fait que tous les élèves vont pas forcément y arriver d'eux-mêmes. Et c'est normal, hein, il y a parfois des élèves qui ont besoin qu'on les accompagne un peu plus. Et donc le fait que vous ayez prévu au cas où, s'il y a un problème, des solutions, ça peut être vraiment bien vu parce que ça montre que vous faites une différenciation en fait et que, on va dire de manière basale, vous avez proposé une activité avec des consignes et un cadre et que si vous voyez qu'il y a des élèves qui ont un peu plus de mal à avancer par eux-mêmes, vous avez prévu des indices. Alors, faut pas leur donner la réponse, hein, parce que le but, c'est pas ça. Le but, c'est que eux-mêmes, ils y arrivent, mais leur donner des indices ou des aiguillages qui vont leur permettre de se lancer malgré tout. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un élève qui n'arrive pas à faire une activité et qui renonce à la faire. Parce que du coup, là, on n'a rien gagné. Donc, lui permettre de la faire, même si on l'a un peu plus aidé, c'est beaucoup plus stimulant et c'est vraiment ce qu'on va rechercher. Donc, si vous avez préparé comment dire, des indications, des petits indices. C'est vraiment, enfin, c'est important de le dire, quoi. Faut pas que vous le gardiez pour vous, et si vous le faites, c'est bien. Ok. Et les critiques des résultats du style biais d'échantillonnage, etc. Ça, tu le fais Mm. durant l'activité ou tu le fais à la fin dans la conclusion? Alors moi, j'aurais tendance à le faire plutôt à la fin. Donc on fait toute l'activité avec les élèves, et ensuite on demande si ils pensent qu'il y a des choses qu'on peut revoir, est-ce qu'il y a des choses peut-être qui sont un peu incohérentes, ou des biais, ou des choses qui peuvent faire que ça colle pas parfaitement à la réalité. Le mieux, ce serait que les élèves trouvent d'eux-mêmes. Généralement, c'est assez compliqué, hein, parce que pour savoir qu'il y a des biais, c'est déjà assez compliqué. Mais en parler, plutôt à la fin, on va leur dire, bon, bah voilà, là, on a trouvé ces réponses-là. Maintenant, est-ce que ça, c'est représentatif vraiment d'une vérité absolue, ou est-ce que c'est seulement un échantillon? On peut aussi mettre le doigt dessus. Ça, je pense, par exemple, quand on fait des activités en groupe et qu'après on met en commun, montrer que si on prend individuellement chaque groupe et que si on met en commun, on n'a pas les mêmes résultats. Donc, pourquoi est-ce que dans un groupe, on a des résultats, dans l'autre groupe, on en a d'autres, et qu'au final, on a une moyenne qui semble être un peu plus représentative d'un ensemble?
Ça, généralement, ils arrivent bien à le sentir. Et du coup, on peut partir sur ce genre de mise en évidence pour les amener à comprendre ben, tout ce qui est biais d'échantillonnage, ou parfois le fait qu'on n'a pas des échantillons qui sont représentatifs parce qu'ils sont pas assez nombreux, le nombre d'expériences qui est important, le nombre de fois qu'on répète l'expérience, etc. Ok. Moi, j'avais une question sur l'activité, parce que dans le rapport du jury, ils disent là ou les activités, mais j'ai l'impression que souvent, c'est une seule activité. Ouais, ben parce que alors c'est possible d'en faire plusieurs, mais je sais que c'est un peu, je dirais que c'est un peu audacieux parce que déjà une, parfois c'est compliqué à gérer, et deux, enfin moi je connais personne qui a fait deux activités pendant son oral. C'est possible, mais si vous le faites, il va falloir vous accrocher parce que du coup ça veut dire que vous allez devoir présenter, enfin déjà préparer deux activités, donc ça va vous demander beaucoup de travail. Il va falloir présenter deux activités, donc il va falloir que vous gériez le temps de votre oral qui va pas être plus long du coup, hein. Vous aurez quand même que 30 minutes, mais vous aurez deux activités à présenter. Et surtout, il va falloir que vous justifiez le fait d'en avoir pris deux. Donc, est-ce que vous ne pouviez pas en faire moins qu'une, en gros? Enfin, moins que deux. Si vous pouviez en faire moins que deux et que vous en avez fait deux, ben, du coup, c'est un peu un échec d'un point de vue pédagogique, didactique, parce que ben, vous en avez fait deux, alors qu'au final, une suffisait largement. Donc, c'est arrivé. Moi, j'en ai fait qu'une, et je connais personne qui en ait fait deux. Ok. Et donc du coup là on a parlé beaucoup de l'intro, du développement grosso modo de l'expérience. Dans la conclusion, qu'est-ce que tu dis qui Hmm. doit durer 5 minutes, je pense, non? Sur les 30. Ouais, la conclusion, de toute façon, l'introduction et la traduction, l'introduction et la conclusion, pardon, il faut que ce soit rapide. Vraiment, le gros de votre oral, ça doit être la séance et l'activité. Et donc la conclusion, ouais, elle doit tenir en 5 minutes. Bah, on récapitule notre séance, on dit quel est le bilan de notre séance, donc quelle est la trace qu'on laisse aux élèves finalement, donc on fait de l'institutionnalisation des connaissances. Et ensuite, on passe au bilan de la séquence. Et donc généralement, là, ce qui est bien vu, c'est de faire un schéma bilan, ou d'avoir préparé un schéma bilan qui reprend, généralement, ça c'est le mieux, toutes les conclusions des séances qui composaient la séquence. Et donc, à partir de là, on a montré qu'on avait réussi à former une séquence complète qui était cohérente, qui est complète, claire et qui fait une revue globale de ce qu'on a vu pendant toute la séquence. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on a terminé et on dit merci au jury, je suis prêt à répondre à vos questions, quoi. Et du coup, même si nous on a présenté la séance 2 de la séquence, on fait le schéma bilan de toute la séquence. Ou on s'arrête à la Ouais, séance c'est 2. ça. Ouais. Non, non, on s'arrête pas à la séance 2. On fait un bilan complet de la séquence, même si nous, notre séance, c'est la séance numéro 1. En fait, il faut que vous ayez réfléchi à votre séquence, pas que à la séance. C'est pour ça qu'on fait toute une partie qui dure pendant la préparation. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, 1 heure, à peu près 1 heure et demie, pour construire la séquence. Parce qu'il faut que vos séances, elles soient articulées entre elles. Et donc, il faut que vous sachiez ce que vous allez dire dans chacune des séances. Donc, normalement, vous devez savoir quel est le bilan finalement de votre séance 4, alors même que vous allez présenter la séance 1. Et ce qui fait que à la fin de votre exposé, quand vous allez proposer un bilan de la séquence, eh ben, vous allez pouvoir utiliser l'ensemble des connaissances que vous avez normalement vues dans la séquence pour former votre bilan. Ok, ouais, d'accord. C'est pas du coup comme si à la fin d'un cours, le prof présentait aux élèves, quoi, là, parce qu'il présenterait que le bilan de la séance 2 ou de la séance 1 et 2, quoi. Il présenterait pas toute la séquence. Ouais, il faut faire les deux. Il faut présenter le bilan de la séance que vous présentez, et ensuite, bon, vous faites une phrase de transition. Donc voilà le bilan que j'aurais fait. Et finalement, une fois que la séquence aura été finie, j'aimerais aboutir à un schéma bilan de ce type-là. Et le mieux, c'est de montrer euh, quel est l'apport de la séance que vous avez détaillée au jury dans le schéma bilan. Donc avec un code couleur, par exemple, que vous utilisez. Ok. Et au niveau, est-ce que tu fais aussi une ouverture ou pas du tout? Alors pour l'oral du CAPES, non. Enfin moi, j'en ai pas fait. Et je vois pas trop enfin je vois pas trop à quoi servirait une ouverture. Ouais, parce que vu que tu fais Enfin, je un vois pas bilan en trop ce fait qu'on de la ferait pour une séquence, ouverture. ouais, parce que tu fais un bilan Oui, de la c'est ça. séquence, tu fais pas de la séance. Ouais. Je sais pas, ouais, on pourrait dire, Enfin, l'ouverture, ça pourrait être amener la séquence suivante, par exemple. Ça peut être intéressant. Mais une ouverture, s'il y a un on va lien, dire quoi. scientifique, ça n'a pas trop d'apport. Mais une ouverture vers les prochaines séquences, ouais, pourquoi pas. Il faut que la prochaine séquence ait un lien avec la séquence initiale. Ouais, sinon l'ouverture, elle est bizarre, quoi. Ouais. Ok, et bon, dernière question, qu'est-ce que tu dirais, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux préparationnaires, des conseils spécifiques ou comme tu veux? Faut vraiment se mettre en tête que cet oral-là,
c'est un oral où vous allez être jugé sur votre capacité à être prof. C'est pas un oral comme vous avez pu le faire où vous allez devoir dire ce que vous connaissez. Le but, c'est vraiment de montrer que vous êtes capable d'être un bon prof. Donc, d'utiliser vos connaissances scientifiques pour pouvoir permettre à des élèves de les acquérir par eux-mêmes. Et donc, la posture, le langage, c'est vraiment des choses qui vont être primordiales. Si vous faites des petites erreurs scientifiques ou des petites erreurs de pédagogie ou de didactique, moi notamment, je sais de quoi je parle, hein, parce que comme j'ai fait une prépa agrègue, j'ai pas vraiment eu de préparation aussi intense que les capétiens pour notamment tout ce qui est pédagogie didactique. Donc, j'ai fait des petites erreurs, évidemment. Le jury revient dessus, il vous pose des questions, et quand il voit que vous arrivez à réfléchir, que vous arrivez à essayer de trouver des solutions, il accepte, il voit bien que vous êtes quelqu'un quand même enfin, j'allais dire de sensé, qui n'allait pas mettre en danger les élèves. Donc ça vous fait perdre quelques points, mais c'est pas dramatique. Si par contre il y a des vrais problèmes de posture, des vrais problèmes de langage, ça vraiment c'est des choses que le jury va relever. Et en fait, si le jury ne voit pas ses enfants à lui devant vous, par exemple, ça va être très compliqué d'avoir une bonne note à cet oral-là. Donc vraiment se mettre en tête qu'on est là pour montrer qu'on est capable d'être un professeur. Juste, j'avais une question sur le niveau scientifique, parce que on a des sujets niveau Mm. collège, lycée. Est-ce que dans l'introduction, quand tu définis les mots-clés ou quoi que ce soit, tu dois partir à un moment sur un niveau master, enfin, tu dois montrer, ou c'est que dans l'entretien après? Ben, je dirais qu'il ne faut pas rester dans le niveau master. On peut définir, moi c'est ce que j'ai fait pour mon oral, en tout cas, j'avais défini un niveau master comme j'avais appris à le définir, et ensuite, je suis parti sur la manière dont j'allais l'expliquer aux élèves, la manière dont j'allais le définir aux élèves, mais la partie, j'allais dire, définition, elle me permettait aussi à moi, de montrer aux élèves que j'ai bien défini un niveau scientifique master, et qu'ensuite, évidemment, je prends en compte le fait que là, ben, je suis niveau terminal ou je suis niveau quatrième, donc je suis dans le cycle 4, et donc je le redis. Et un dernier conseil, on a créé du coup un pack de flashcards sur la méthodologie du CAPES. Il n'est pas aussi complet que dans le pack complet CAPES externe, mais il y a quand même quelques cartes qui pourront vous intéresser fortement, notamment sur la structuration de vos 4 heures de préparation. Donc dans le lien en description, vous pourrez récupérer ça. Et on va tourner aussi 2 vidéos sur des exemples de sujets en situation d'oral 1 du CAPES. Donc ça va vous intéresser très certainement.